Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture. Et enfin, dans l'actualité internationale, le cyclone Shinizo fait des milliers de sinistrés au Madagascar. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, et le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Doual Saïd Mahamoud, ont conjointement présidé ce matin une réunion de concertation pour la mise en place d'un plan d'action annuel conjoint. La rencontre s'est déroulée au siège du MENFOP avec la participation du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, des hauts cadres du MENFOP et l'équipe technique de la NPH. La rencontre visait à présenter les grands axes et plans d'action découlant de la stratégie nationale de la scolarisation des enfants à besoins spéciaux. Les officiels et les participants ont suivi des présentations sur la stratégie nationale d'éducation des enfants à besoins spéciaux. Il faut dire que les chiffres ont encouragé. À cet égard, les discussions ont permis de voir les rôles et les responsabilités dans la mise en œuvre de la stratégie et de ce plan d'action. Pour rappel, le MENFOP dispose d'un centre spécialisé qui met en œuvre des outils didactiques avec des pédagogies adaptées et des matériels adéquats. La bonne conduite des formations EAPC, le MENFOP s'engage dans un partenariat avec le ministère cubain de l'Éducation et de la formation pour la mise en disposition des pédagogues cubains spécialisés dans la prise en charge éducative des EAPC qui vont élaborer un curricula adapté et assurer par la même occasion la formation des formateurs du MENFOP. Eh bien, le directeur général de l'ANPH, M. Doual Saïd Mahamoud, a souligné que la mise en commun des efforts sur la scolarisation du plus grand nombre, sinon l'ensemble des enfants à besoins spéciaux. Et à ce titre, il a fortement insisté sur la mise en synergie des efforts sur la scolarisation universelle des enfants à l'horizon 2025. De son côté, le ministre a pour sa part rappelé que la prise en charge des enfants à besoins spéciaux était une priorité du MENFOP, qui mène des actions tout au azimut en ce sens. Il a indiqué que la mutualisation des efforts entre son département et la NPH suivait un long cours et à ce titre, la prise en charge des EAPC avec la variété de leur handicap suite à une trajectoire ascendante depuis 2004. Convoquer cette réunion pour que nous puissions expliquer un peu déjà à la NPH la stratégie. Parce qu'il y a une stratégie qui a été mise et cette stratégie, ce n'est pas uniquement le ministère qui l'a élaborée, il l'a fait avec les équipes techniques de l'agence. Mais il est très important de voir un peu où est-ce que nous en sommes par rapport au plan, parce qu'il y a un plan qui suit ces stratégies, et de voir à ce moment-là quelle est la partie qui va incomber à l'agence et la partie, bien sûr, qui va directement concerner par le ministère de l'Éducation. Ce matin, donc, va réellement débuter la collaboration mutuelle sur le suivi de la mise en œuvre de la stratégie pour la prise en charge des enfants à besoins spéciaux. Nous avons des élèves à besoins spéciaux dans nos établissements, mais également nous avons un centre d'éducation spécialisé pour les enfants qui présentent des handicaps lourds. Mais maintenant, comme l'a très bien dit également Doualé, il ne suffit pas d'avoir juste les locaux et les élèves, mais bien sûr, il faut non seulement toute la pédagogie qu'il faut pour enseigner, mais également tous les outils didactiques, les matériels, mais également, on sait que ces enfants ont un besoin supplémentaire par rapport à des enfants ordinaires. Donc, l'infrastructure elle-même, il faut qu'elle soit une infrastructure adaptée, mais également la pédagogie, les outils utilisés, les manuels utilisés. Pour nous qui sommes très pressés, parce que nous avons un agenda, nous avons un rendez-vous en 2025, et ce rendez-vous, c'est la déclaration de l'éducation primaire universelle. C'est-à-dire tous les enfants, sans exception,
tous les enfants vivant sur le sol djiboutien, que ce soit un enfant handicapé, que ce soit un enfant ordinaire, que ce soit un enfant réfugié ou un enfant, bien sûr, non djiboutien, doit avoir la scolarisation. Et ça, c'est un défi que le ministère s'est donné. Et donc, nous ne voudrions pas rater ce rendez-vous en 2025. Et je vous le disais dans le titre, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé aujourd'hui un atelier de lancement de la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture au Palais du Peuple. L'événement a été dirigé par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoé, en présence de plusieurs personnalités, dont la représentante du PNUD, Mme Emma Ngoua Ano, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Al-Saïd Mahmoud, et des divers secrétaires généraux des conseils techniques et directeurs. L'atelier intitulé « Restitution et validation » avait pour objectif de présenter et de valider la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture qui vise à promouvoir la participation de la jeunesse et des jeunes à la vie culturelle et sociale, ainsi qu'à renforcer leur employabilité et leur engagement civique. Au cours de l'atelier, Mme Ngoua Ano a souligné l'importance d'investir dans la jeunesse en tant que moteur de développement et a insisté dans le soutien de la mise en œuvre de la stratégie nationale. M. Douale a également souligné la nécessité d'assurer l'inclusion, l'accessibilité des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la stratégie. L'atelier a été l'occasion pour les parties prenantes de discuter et de fournir des commentaires sur la stratégie qui sera utilisée pour guider la mise en œuvre des initiatives en faveur de la jeunesse et de la culture dans les années à venir. La stratégie vise à garantir l'accès des jeunes à l'éducation, à la formation et aux activités culturelles, ainsi qu'à leur donner la possibilité de participer au processus décisionnel et de contribuer au développement de leur pays. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture, avec le soutien du PNUD et d'autres partenaires, s'efforceront de mettre en œuvre la stratégie nationale et de faire en sorte que les jeunes aient la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel. Nous appuyer sur l'expertise nationale en appui donc à l'équipe technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture afin d'élaborer cette politique quinquennale consolidée qui vous est présentée aujourd'hui pour avis et discussion. Ces stratégies, vous le noterez, sont donc bien alignées sur la vision Djibouti 2035 du gouvernement, mais également sur la politique nationale de développement, le PND, le Djibouti ici. Et je pense que c'est l'expression, ces deux stratégies en une, c'est l'expression de mettre au centre de l'ensemble de nos actions la jeunesse. Et cette expression prend tout son sens quand on sait qu'en Afrique, on a 77% de jeunes et Djibouti n'est pas en reste puisque nous savons qu'à peu près 70% de la population à Djibouti a moins de 35 ans. Eh bien, le directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, M. Al-Saïd Mahmoud, a également prononcé un discours dans lequel il a souligné l'importance d'inclure et de garantir l'accessibilité des personnes handicapées dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture. Il a souligné les difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour accéder à l'éducation, à la formation et aux activités culturelles, pour participer au processus décisionnel. M. Al-Saïd Mahmoud a souligné la nécessité de relever ces défis et de veiller à ce que la stratégie nationale pour la jeunesse et la culture soit inclusif pour les personnes handicapées. Il a également souligné les efforts du ministère de la Jeunesse et de la Culture et le PNUD pour inclure les perspectives des personnes handicapées dans le développement de la stratégie nationale et les a remerciés pour leur soutien continu. M. Douale a également parlé de l'importance de la collaboration entre l'Agence nationale pour les personnes handicapées et les autres parties prenantes dans la mise en œuvre de la stratégie nationale, soulignant que le travail en commun garantira l'inclusion, l'accessibilité des personnes handicapées dans tous les aspects de la stratégie. Et donc, de son côté, la ministre de la Culture, Dr Hibo, a rappelé l'importance de la stratégie plutôt nationale pour le développement des jeunes à Djibouti. Elle a salué les efforts de toutes les parties prenantes impliquées dans le développement de la stratégie et a remercié le PNUD et les autres partenaires pour leur soutien. Dr Hibo a souligné que les objectifs clés de la stratégie, qui comprennent l'augmentation de la participation des jeunes à la vie culturelle et sociale et l'amélioration de leur employabilité et la promotion de leur engagement civique. Voici un extrait de son discours. C'est un événement important qui nous réunit aujourd'hui et je tiens d'ores et déjà à saluer l'intérêt dont vous tous, représentants du ministère, des régions, des institutions de recherche publiques et privées, de la société civile, des artistes, de jeunes, des organisations onusiennes, de partenaires,
Donc l'intérêt que vous manifestez de par votre participation effective à cet atelier, dont les retombées seront très importantes pour nous, comme l'a si bien dit Idriss, et qui va nous permettre de mieux nous outiller pour travailler pour l'avenir de notre jeunesse et de la culture djiboutienne. Nous attendons impatiemment vos suggestions qui vont, je n'en doute pas, concrétiser cette phase de validation de la stratégie nationale de la jeunesse et de la culture. C'est une satisfaction exceptionnelle pour tous les MJC d'avoir mené à bon port l'élaboration de cette stratégie et d'avoir atteint enfin la phase de validation. Les jeunes, forces vives de la nation et fer de lance du développement de notre pays, ainsi que la culture dans toutes ses dimensions, traditionnelles, patrimoniales, artistiques et j'en passe, sont deux domaines dont les convergences intersectorielles sont évidentes. Et la stratégie va surtout nous permettre, c'est ça le plus grand défi de la stratégie, c'est d'accorder nos violons, de mutualiser nos moyens et surtout d'agir ensemble. Et d'ailleurs, on a commencé à travailler un petit peu sur ces stratégies, puisque le MENFOP, le travail et nous-mêmes avons transmis nos engagements communs. Il est important que notre jeunesse, force mobilisatrice de toutes nos énergies, nationales et sociétales, constituant la priorité nationale, parce qu'acteur premier du développement durable, soit ancrée dans ses valeurs culturelles qui sont les sources de nos identités. Ainsi, elle aura les atouts indispensables pour relever le défi de demain et assumer pleinement ses obligations citoyennes. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi la ministre déléguée chargée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, accompagnée de ses proches collaborateurs, ont visité ce matin le centre du leadership et de l'entrepreneuriat. Selon les responsables, l'objectif ultime de cette visite a été d'entreprendre des discussions avec le service d'incubation nucléaire sur les travaux réalisés durant au cours des 3 dernières années. L'occasion a été pour les responsables du CLE de présenter les grands projets du start-up rentables, innovés et inventés par les incubés. Ils sont de Habon, Ahmed et Farah. Au total, 8 jeunes Djiboutiens ayant l'esprit créatif de pouvoir présenter leur start-up. Autrement dit, leur application digitale rentable et lucrative créée avec le concours du CLE. En effet, il s'agit là des résultats de 36 mois d'efforts en incubation et de formation donnés par des incubateurs du CLE experts en la matière, des projets qui sont actuellement en phase d'accélération et de réalisation, car justement, trouver des financements pour lancer les produits dans le marché. Après la présentation, la ministre visite les différents stands de produits installés au sein de l'édifice. Et dans un interview accordé à la télévision nationale, le responsable chargé du programme d'accélération et d'incubation du CLE, en l'occurrence M. Abder Idriss Youssouf, nous a détaillé, il nous a expliqué le tenant et aboutissant de l'événement. Le numérique et de l'innovation et le service d'incubation. Donc, l'objectif de cette présentation était de montrer ce qui a été fait, montrer le travail qui a été fait durant les 3 dernières années quant aux services d'accompagnement qui sont proposés au sein du CLE. Ce que nous avons eu, c'est une présentation individuelle de chaque projet, quels sont les problèmes qui sont traités, quelle a été la solution qui a été développée pour répondre aux problèmes grâce au service d'accompagnement, et quelles sont les perspectives d'avenir pour chaque incubé qui, juste après la période d'incubation, bénéficieront d'un service d'accélération pour leur permettre d'être plus performants et d'avoir des projets et des startups rentables dans notre République. Et ce n'est de secret pour personne que les idées, ça se vole, ça se pique. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller mieux protéger ces idées d'innovation? Vous savez, dans un premier temps, quand on décide d'incuber un projet, il y a un contrat. Donc, il y a un contrat avec des clauses solides qui leur permettent de protéger leur projet. De deux, le rôle du CLE n'est pas uniquement juste d'accompagner les incubés et les porteurs de projets, c'est également de créer tout un écosystème pour protéger ces incubés et ces idées. Et donc, nous travaillons avec des institutions telles que l'ODEPIC, toute institution qui favoriserait l'essor et la protection de chaque projet.
Et ce communiqué qui nous est parvenu indiquant qu'il a été créé par la loi numéro 114 de l'année 2020 de la 8e législature, une autorité de régulation multisectorielle de Djibouti par son article 4, elle est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire national dans le secteur de la télécommunication, les technologies de l'information et de la communication, les énergies renouvelables et non renouvelables, les gaz et autres secteurs dont elle aura la charge. Et pour cette raison, le directeur général de l'autorité de régulation multisectorielle informe les partenaires concernés, c'est-à-dire la population, les services publics autonomes et privés, ainsi que les différents corps militaires étrangers, consulats et ambassades, que les organisations internationales et nationales, de bien vouloir vous rapprocher de l'autorité de régulation ci-dessous mentionnée. Le bureau de l'ARMD sont situés dans le bâtiment F1 de la résidence Franklin, située en face du centre de dialyse de l'hôpital général Pelletier. Direction le Nord, où la salle de conférence du conseil régional de Bok a abrité une importante réunion de préparation d'un concert de solidarité initié par l'association Tibil Khalti en faveur de 2 grands artistes. En effet, cet événement prévu pour le vendredi 27 janvier au complexe sportif de Bok est dédié à Ahmed Mohamed Aman, alias Amanda, et Ibrahim Mohamed Shehem, dit Ibrahim Somali, qui ont des problèmes de santé. La réunion présidée par le président du conseil régional, M. Mohamed Hamad Ismaël, le préfet adjoint, a vu la participation des représentants de la société civile. Dans un mot introductif, le président de l'association artiste lui-même a remercié l'auditoire pour sa présence en son matière, engageant à leur côté pour la réussite de ce concert de solidarité qui sera animé par des jeunes talents locaux, mais aussi des grands chanteurs nationaux. Dans son intervention, le préfet adjoint n'a pas manqué de saluer cette noble initiative qui est la solidarité et a demandé aux participants de transmettre un maximum le message à la population et à se mobiliser comme un seul homme pour être solidaire avec Amanda et Somali. Quant au président du conseil régional, il s'est réjoui de l'initiative, mais également de la solidarité des Obokois et Obokoises envers leurs icônes dans le monde de la chanson. M. Ahmed a rappelé que tout le monde est engagé pour donner un franc succès à ce concert de solidarité. Il a exhorté tous les Djiboutiens en général et les Obokois et Obokoises en particulier de soutenir nos stars qui nous ont beaucoup fait vibrer. Je voudrais donc féliciter l'association initiatrice de cette belle initiative. Et nous, le conseil régional et la préfecture, sommes bien évidemment engagés à leur côté. Ahmed Mohamed Aman, Amanda, Ibrahim Mohamed Shehem, comme je l'ai dit, même s'ils sont dans la région, leur aura donc au niveau artistique. Direction le Sud, où le conseil régional de Dikil a procédé dans son siège la première édition d'opération de parrainage d'achat de manuels scolaires, paiement de frais d'accès à 50 élèves sélectionnés des classes de 6e année du collège de Dikil, issus des familles démunies ou orphelins. C'est dans la matinée qui s'est déroulée en grande pompe la cérémonie présidée par le président du conseil régional de Dikil, Mahad Hussein, au hall du conseil régional en présence de l'inspecteur chef des services d'éducation de Dikil, en l'occurrence Farah Doualé, et du principal du collège, Ahmed Mohamed Hamad. L'association des parents d'élèves du collège ainsi que les parents des élèves bénéficiaires de cette initiative d'aide à la scolarité aux étudiants des familles démunies a été fort appréciée et saluée par les participants qui n'ont également pas manqué de saluer la volonté et les encourages du président du conseil régional de Dikil. Désormais, le conseil régional de Dikil est parrain de 50 élèves de 6e année pour le poursuivre jusqu'en classe de terminale. Des parrainages des enfants dont les familles sont démunies. Le président du conseil régional, en l'occurrence M. Mahad Hussein Ahmed, a parrainé aujourd'hui, mardi 24 janvier, 50 élèves de 6e année. 50 élèves de 6e année du CM de Dikil. Ce parrainage comprend les manuels scolaires ainsi que l'accès des élèves. Donc ces 50 élèves-là sont ici d'une famille démunie. Donc nous remercions énormément le président du conseil régional pour l'acte qu'il a fait pour les orphelins. Vraiment, nous saluons la volonté et le courage du président du conseil régional. Le conseil régional est aujourd'hui le parrain de 50 élèves pour le suivre jusqu'à la classe de terminale. Alors nous saluons cette initiative et c'est une première. Et j'ai dit bravo monsieur le président du conseil régional. Et le remerciement revient aux parents d'élèves. Personnellement, j'apprécie cette initiative et j'encourage aussi les autres départements à faire de même. Merci.
On reste toujours dans le sud où les éléments de l'armée Riyad de Dikil, sous le commandement du colonel de l'armée de Riyad et du chef de la brigade de la douane de Dikil, Moussa Omar Moussa, ont intercepté 7 colis de 4 de 50 kg chacun, soit 35 kg de 4 provenant de l'Éthiopie, à travers la localité de Bandora, transportés par des coureurs d'eau d'hommes, rappelant que ces opérations s'est effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil et du colonel de l'armée Riyad de Dikil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Goulet Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et militaires de Dikil pour leur collaboration à la réussite de cette opération et à la lutte contre le contrebande, en particulier les chefs du corps de l'armée Riyad de Dikil. Et enfin, dans l'actualité internationale, le Parlement arabe appelle les pays n'ayant pas encore reconnu l'État palestinien à l'affaire. Le Parlement arabe a affirmé son soutien à la démarche palestinienne visant à obtenir un statut de membre à part entière de l'ONU. Le Parlement arabe a affirmé son soutien à la démarche palestinienne visant à obtenir un statut de membre à part entière à l'ONU, appelant les pays n'ayant pas encore reconnu l'État de Palestine à le faire. Dans un communiqué publié à l'issue des travaux de la 3e session plénière de la législature du Parlement arabe, présidée par son président Adel Al-Assoumi au Caire, l'institution a affirmé son soutien à la démarche juridique et diplomatique palestinienne visant à devenir membre à part entière de l'ONU et à obtenir la reconnaissance de l'État palestinien. Dans le même contexte, le Parlement arabe a appelé les pays qui n'ont pas encore reconnu l'État de Palestine à le faire en tant qu'incarnation de la volonté internationale pour le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, conformément aux nombreuses résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU et le Conseil de sécurité à cet égard, et développer les capacités nécessaires pour aider la Palestine à adhérer aux traités, pactes et protocoles internationaux. Et à Madagascar, le cyclone Tinizo continue de frapper l'île avec plus de 14 000 personnes touchées à ce jour. Le bilan de la tempête continue de s'aggraver à Madagascar. Le cyclone Genezo continue de frapper l'île avec plus de 14 000 personnes touchées à ce jour. Le bilan de la tempête continue de s'aggraver à Madagascar. Selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, on déplore 7 victimes et 13 personnes portées disparues, 35 000 sinistrés et plus de 14 000 personnes déplacées. Plus de 1400 hectares de rizières sont inondés dans les régions d'Analamanga, Analanjirofo, Bornéo et Sofia. Le réseau routier est fortement perturbé avec un nombre considérable de routes coupées et de ponts endommagés. Mardi, Genezo, avec des vents moyens de 80 km/h et ses rafales de 110 km/h, étaient à 180 km à l'ouest-nord-ouest de Marondova. Météo Madagascar signale de son côté que la tempête était restée quasi stationnaire durant les 6 dernières heures. De cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.